Cher Monsieur Amier, nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui, chez vous. Vous avez été un des grands témoins du musée du Louvre. Alors, tout d'abord, peut-être, ce choix pour une discipline rare et exigeante, l'assyriologie, comment cela vous est-il venu? Eh bien, toute mon enfance s'est passée à Strasbourg, donc en Alsace, et mon père était ingénieur principal de la ville de Strasbourg, et on ne peut pas faire un trou dans le dans le sol de Strasbourg sans tomber sur du romain, et à l'extérieur sur du préhistorique. Et toute mon enfance, on ne pensait qu'à cela. Tout comme les Vosges sont leur château des Vosges, je ne concevais de château qu'en ruine. Et on visitait les châteaux de gens que pour gratouiller et ramasser des morceaux de carreaux de poil. J'en ai deux dans ma chambre à côté. Vous pourrez donc les regarder quand vous voudrez. Mais il y a eu aussi d'autres personnes de la famille qui ont joué un rôle, votre tante également, qui a dû jouer un rôle. Alors, n'est-ce pas, ma tante, donc Louise, donc était peintre, et elle allait souvent en Tunisie, et elle était conquise par cette civilisation. J'en ai quelques dessins dans le couloir. Alors en 1936, nous avons passé, mon père avait son mois de vacances officiel, et nous les avons passés au col du Bonhomme, donc dans les Moyennes Vosges. Et on se promenait, on mange beaucoup on marche beaucoup en Alsace. Et donc on se promenait, et je lui demande, parle-moi des Assyriens. Et ça m'a conquis. Alors elle m'a prêté le livre de Delaporte, qui est là-haut. Je vous le montre pour grimper si vous voulez, qui est annoté par sa grosse écriture, elle avait une écriture énorme. Et du coup, ça m'enthousiasmait, oui. Et je voyais dans les références découvertes en Chaldée. Ah bon. Mon père, fonctionnaire municipal, Piquet, pouvait emprunter à la bibliothèque municipale, et il me dit, prête-moi les découvertes en Chaldée. Il est arrivé avec 2 grands in-folios. Et je les ai... Oui, j'en ai dessiné là, je crois. Et oui. Ma sœur aînée, mon frère plus jeune, j'ai été un bon pianiste, et moi, je n'ai pas mordu. Je me suis dit, j'ai été conquis par la musique, on écoutait la radio pendant la guerre. Donc, en 1939, nous sommes obligés de quitter l'Alsace, qui est vidée de sa population, et qui est expédiée dans l'Ouest. Après la guerre, juste après la guerre, oui. vous montez à Paris pour finalement débuter vos études supérieures. C'est-à-dire l'école du Louvre, et M. Parot m'a conseillé, et j'envisageais des gens, de faire en même temps une licence, donc à la Sorbonne. Et c'est là que déjà en 1945-1946, j'ai commencé par l'Antiquité, et j'ai eu d'excellents professeurs. Donc j'ai fait ça donc en 1945-1946, oui, et simultanément, alors j'ai eu j'ai terminé
mes études, mon cursus à l'école du Louvre, c'est-à-dire terminer les 3 années de antiquité, archéologie orientale et égyptienne. Donc pour l'Égypte, j'avais un excellent professeur. Son nom m'échappe à l'instant, mais ça me reviendra. Et puis, et donc, j'ai eu la chance qu'en 48 ou 9, André Parrot a pu me faire obtenir d'entrer au CNRS. Au CNRS, d'abord comme stagiaire. J'étais royalement payé 25 000 francs. 25 000 francs à cette époque-là, ça n'allait pas loin. Et ça m'a payé, ça m'a servi de payer par un ami la dactylographie de ma thèse sur l'aigle dans l'art de l'Antiquité orientale, que j'ai soutenu en 1950. Et donc, l'école biblique qui avait été créée en 1890 ou 11 par le père Lagrange, André Parrot avait dû le connaître encore. Et il est mort par la suite. Et donc, enfin, ou la suite, donc en 1950. Non, j'aurais dû y aller en 1948. Mais l'État d'Israël a coupé la Palestine en deux, et donc je n'y suis allé qu'en 1950, époque dramatique. On a redouté une guerre mondiale, car les Nord-Coréens, armés par les Soviétiques, une armée blindée, dévalaient du nord au sud. Est-ce qu'à ce moment-là, parce que c'est là que vous allez quand même faire des chantiers de fouilles. Oui, et alors là, je dois avoir des albums où j'ai des photos. Vas-y, il y a ma voix. Vous avez ma photo là. Vous regardez, sinon votre main est dessus. Et vous vous engagez aussi sur un sujet de thèse. Oui, alors j'ai terminé ma licence en 1954 et j'ai décidé de faire comme sujet de thèse la glyptique mésopotamienne archaïque. Mais c'était un long travail. Je l'allais là, si vous voulez la voir. Non, la 2e édition qui est là. Et entre-temps, André Parrot trouvait... Alors, j'avais mon diplôme d'école du Louvre. J'avais droit à un poste de conservateur dans mon musée national, seulement le département était tout à fait garni. Il y avait la redoutable Madame Marie-Thérèse Barlet, et qui n'avait pas du tout envie de moi. De sorte que je travaillais. Alors j'allais 1 ou 2 fois par semaine au Louvre. J'ai rencontré le gentil Roland de Mecnem, qui étudiait les antiquités rapportées de Suse et qui étaient rangées dans la galerie de Delphes, c'est-à-dire la partie nord de la colonnade du Louvre. Et il y venait toutes les semaines, oui, au moins 1 fois par semaine, et il retrouvait Louis Le Breton. Louis Breton, qui avait été son collaborateur à Suse en 1935 ou 1936, je ne sais plus, et avait été fait prisonnier. Il était revenu de captivité après la guerre, en 1958. André Parrot me force la main d'accepter le poste de conservateur de Chambéry. Ah oui, il fallait m'intéresser à l'histoire de la Savoie. Et
Alors, en particulier, ma chance était qu'en 1960, on célébrait le centenaire du rattachement de la Savoie à la France. Et il a fallu m'intéresser à Napoléon III. Alors, les choses avaient changé à Paris, et pof, voilà André Parrot qui n'a plus de collaborateurs, et il a pensé à moi. Et donc, et André Parrot assurait plusieurs casquettes. Il était président de la commission des fouilles qui distribuait les fonds pour toute la mission au monde entier, n'est-ce pas? Enfin, il faisait autre chose. Il avait lancé, à l'initiative de Malraux, l'univers des formes, qui n'est pas une merveille, mais enfin, c'était l'exemple que je donnais à mes élèves. Et donc, tout au long des années 60, il faisait tellement de choses que je faisais ce que je voulais dans le département. Je déplaçais ceci ou cela. Par exemple, surtout le Louvre vivait encore sur des souvenirs de l'avant-guerre. C'est-à-dire qu'on utilisait des vieilles vitrines sur un socle qui servait de magasin où on mettait je ne sais plus quoi, et au-dessus on y rangeait. Alors dans la salle, la troisième salle, le tournant, il y avait les vases de Suzin. Et là, il y avait ces vitrines qu'il fallait absolument changer. Et donc, j'en ai commandé d'autres. Dans la première salle, il y avait les statues uniquement jusqu'à la ceinture. Et ça me donne l'idée d'aller dans les réserves. Et je vois des mains. Et je me dis, mais est-ce qu'elle collerait avec... il y avait des mains cassées, je les apporte, ça collait. Et c'est comme ça qu'Agnès Piquet a eu l'idée de rapprocher une tête qui se baladait au même endroit, la rapprocher de la statue élamite, et effectivement, ça coïncide. Vous allez aussi succéder à votre tour à André Et Parrot, alors, qui va prendre la direction du Louvre. 20 ans plus tard, il était de 1901, il a pris sa retraite en 71. Et donc, je lui ai succédé à ce moment-là. Et oui. Et je continuais à enseigner l'école du Louvre pendant 28 ans, jusqu'à ma retraite en 88. En 1984, vous vous en souvenez probablement, il y a eu le séminaire dit d'Arcachon, voilà, dans lequel oui. vous étiez tous engagés avec l'architecte Paye, Monsieur la Paye. direction des musées de France. Paye. Voilà, donc vous étiez enfermés 3 jours pour décider finalement de l'avenir du musée. De l'avenir du musée. Et alors, justement, on avait décidé, il y avait le passage Richelieu, avec les deux départements des sculptures. Les 2 grandes cours qui ont été créées dans le ministère. Et là, alors on m'avait attribué la cour Puget. La grande cour. Et alors j'avais dit, mon Dieu, Gabory est si malheureux avec ses cailloux, c'est-à-dire ses sculptures. Et je lui ai donné, quand Mitterrand il a décidé, comment s'appelle-t-il, comment s'appelait-il, qui était chargé du Grand Louvre. Émile Biasini. Biasini, oui. Et j'avais visité le département et je lui avais dit, voyez, les taureaux ailés qui sont côte à côte, à l'origine, ils devaient être... Oh, ça a fait tilt. Il y a quand même un élément important puisque vous êtes passé, on l'évoquait, par le CNRS, donc cette grande institution de recherche. Vous avez rejoint le Louvre
et le rôle des objets finalement autour notamment des sauts-cylindres est pour vous un élément fondamental. Je crois, d'après les échanges que vous avez avec Ariane, il y a quand même quelque chose d'absolument inédit dans votre travail tout au long de votre carrière. Et donc vous avez assuré cette passerelle entre le monde de la recherche et le monde du musée de manière exemplaire. Le guide, le que sais-je bien sûr, sur les civilisations antiques du Proche-Orient. Quand j'avais quelque chose à dire, je l'écrivais. J'étais heureux de le donner à la revue d'Assyriologie. Et j'ai continué jusqu'à assez récemment. Mais oui, mon enseignement m'était pénible. Ah oui. J'étais passé, c'était comme pour moi passer un examen.